Donc, moi, je repars sur la réflexion. Réflexion sur la construction d'une alliance économique entre les Grasslands et le Septentrion. Je pense que j'ai expliqué suffisamment ce qu'est le Septentrion. J'ai expliqué que le Septentrion, ce n'est pas une ethnie. Le Septentrion, ce n'est pas une tribu. Le Septentrion, c'est une mosaïque, une constellation de peuples, voilà, qui ont leur religion, qui ont leur culture, qui ont leur alimentation, comme on dit en anglais, diet, qui sont installés sur plusieurs territoires, contrairement à ce qu'on nous a fait croire. Ça, c'est la paresse intellectuelle qui font que les politiciens qui ne lisent même pas avant de venir sur un plateau télé, qui ne font même pas de recherche. On les appelle seulement au quartier, ils viennent seulement bavarder à la télévision comme ça. Ils ne voient même pas que quand on dit les peuples du Septentrion, ils s'étendent aussi bien sur l'extrême nord, sur le nord, sur la Damawa, sur l'est, sur l'ouest et sur le nord-ouest. Moi, j'ai été dans des soirées Bamileke ici aux États-Unis. Et j'ai rencontré des gens qui portent les noms Bouddha, comme moi. Mais qui te disent, écoute, tu sais, ma grande-mère, elle était Aoussa, elle était Fulani. Et quand tu discutes, il te montre sa photo de sa grande-mère. Et tu vois bien que sa grand-mère était un peu comme Hilary Kadidjala. Tu dis, mais attends, ils sont arrivés. Il dit, non, mais ma grande-mère, ils se sont installés à Bouddha dans les Bamboutos il y a plus de 400 ans. Donc, ils sont là depuis 4 siècles. Attends, quelqu'un qui est dans le territoire depuis 4 siècles, elle dit qu'ils étaient dans le Bamboutos avant que les Douaras n'arrivent à la côte là, du Cameroun. Ils sont chez eux. Ce sont des Bamileke. Ils se reconnaissent comme tels. Et je dis, mais il y a eu tellement de mélanges que si on va faire des tests d'ADN, on trouve que le génome des Aoussa Fulani dans la région de l'Ouest, à peu près 40% des personnes sont porteurs de ces génomes. Je vous dis, la meilleure chose pour casser la propagande tribale, c'est la recherche universitaire. La vraie recherche, pas les histoires que les Aboya Manassé écrivent là. C'est pas ça la recherche. Si on fait la recherche, beaucoup de gens qui vous allez voir que 40% des Bamileke ont un génome des populations du nord du Cameroun. Et inversement. Il y a eu beaucoup de croisements, il y a eu beaucoup de choses. Mais les colons, quand ils sont arrivés pour accomplir leur projet politique qui consistait à installer à Idjo et à créer ce qu'ils ont appelé l'Axe Nord-Sud, on a soit brûlé, soit effacé, soit réprimé très fort ceux qui osaient parler de ça, que beaucoup de gens ont dit, bon, vraiment, pour ma vie, beaucoup de gens évitent de parler de ça. D'ailleurs, vous voyez bien, nos élites essaient de parler de ça. Quelqu'un me demande, quid de l'identité nationale? Non, pas du tout. Pas du tout. L'identité nationale, ça se construit sur quelle base? L'identité nationale se construit, ce n'est pas l'identité nationale au Cameroun, ce n'est pas la propagande. Je suis désolé, je vis en Amérique. L'identité nationale, c'est l'état de droit et c'est le fait que les règles de droit garantissent les droits, les libertés publiques et individuelles de tous les citoyens. C'est ça l'identité nationale. Posez-vous la question dans cette Amérique-là, il y a les Chinois américains, il y a les Indiens américains, il y a les gens du Moyen-Orient américains, il y a les Latinos américains, il y a les Africains américains, il y a les gens sont venus du continent là, récemment américains, il y a les Américains, etc., etc. Il y a les gens qui viennent de partout américains et ces gens peuvent accéder à des postes de responsabilité, etc. Comment est-ce qu'ils arrivent à vivre tous ensemble? C'est parce qu'il y a la règle de droit. Le policier blanc peut te siffler en route, il te menotte, mais quand il t'amène au poste, le patron qui va ouvrir l'enquête, ce n'est pas un blanc, c'est un noir, ou c'est un latino, ou c'est un indien. La règle de droit d'abord. Le droit, la règle de droit, c'est ça qui garantit l'identité. Ce n'est pas le ndop, ou le ngon, ou le, je sais pas moi, c'est pas ça l'identité nationale. Ou c'est pas quand les Lions jouent, on dit vraiment les Lions ont gagné. Hein. Ce n'est pas ça l'identité nationale. Ce n'est pas non plus le monument de la réunification. Pas, si le monument de la réunification garantissait l'identité nationale, pourquoi donc les anglophones ont pris les armes pour tuer les militaires camerounais et les militaires camerounais ont tué les anglophones? L'identité nationale, c'est la solidité des institutions.
c'est l'inclusivité des institutions. C'est des institutions, c'est même pas comme au Cameroun, on te dit que quelqu'un comme un nommé ministre, et à côté dans le ministère, le secrétaire général, c'est un boulot. Et quand lui-même prend un dossier, il sort de son bureau pour aller dans le bureau du secrétaire général pour le déposer et dire que bon, vraiment, traite le dossier, hein, vraiment, et vraiment. Et le secrétaire général Boulou fait tout, remplir, signe et donne au ministre, le ministre va parler. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'identité nationale. Si c'est à marcher, c'est que vous n'avez pas eu la crise de Boko Haram au nord, et vous avez suivi le direct de Ahmed A. Il vous dit que quand eux, au nord, ils ont senti qu'ils étaient mal à l'aise, comment les administrateurs venaient les brimer, leur imposer un certain nombre de conditions, leurs élites ont mis les coupeurs de route. Le sous-préfet ne peut plus se déplacer d'un endroit à l'autre. Il peut être zigouillé là-bas et tout, et tout, et tout, et tout. Et dans les zones anglophones, c'est ce qui s'est passé aussi. À vrai dire, le pouvoir central n'a aujourd'hui la souveraineté que sur 4 régions. L'Est, le Sud, le Centre, le littoral et peut-être l'Ouest. Et même à l'Est, non, enlevons ça parce que là-bas, c'est encore notre problème. Donc l'identité nationale, c'est ça. C'est l'inclusivité des institutions, le respect de la Constitution. Vous ne pouvez pas avoir une Constitution bref, nous sommes tous Camerounais. Nous savons comment la Constitution camerounaise est gérée depuis des lustres. Chacun gomme ça et il écrit ce qu'il veut à l'intérieur. Vous ne pouvez pas avoir une Constitution qu'on modifie comme ça là, à la crier. L'inclusivité des institutions, le respect de la Constitution, l'état de droit, la capacité pour les populations qui ont élu des élus locaux de travailler. Vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui, vous allez voir un maire à l'ouest, vous dites que donne-moi un permis, je vais faire telle chose. Il ne peut pas. Il lui-même vous dit que ce n'est pas moi, c'est le préfet. Je peux vous montrer, j'ai déjà montré la vidéo de François Mitterrand ici, quand Giscard était président. Giscard avait envoyé le préfet pour essayer de lui mettre les bâtons dans les roues. Et Mitterrand s'est exprimé devant le préfet en lui disant, écoute mon ami, ça ne va pas se passer comme ça. Et si tu t'amuses, je vais te mener une guerre. Et même je vais casser ta carrière. Le préfet était comme ça devant Mitterrand. Et il avait raison parce que 4 ans après, Mitterrand devenait président. C'est ça qu'il s'agit. Il faut poser la problématique. Donc, comme j'ai dit, les populations du Septentrion, les populations des Grasslands. Je rappelle encore, quand on dit Grasslands, ça ne veut pas dire Bamileke. Je sais que ça fait très mal à mon ami Cyril qui est Camberg, parce qu'il pensait très vite, rapidement, que quand on allait dire une alliance entre le Nord et le Septentrion, on allait dire que les Bamileke et les Bamileke, j'entends souvent ça, et les Kildi, etc. Donc, bon, ils font allusion à l'alliance, malheureusement, Kamto, lui, s'est raté là-dessus. Je ne veux pas l'attaquer. Ce n'est pas une attaque du tout. Mais donc, que faire une alliance de Kamto et Mouta, bon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'était même mal connaître la carte politique du Cameroun. Pour les gens qui ont une agrégation de droit public et qui ont été ministres. Non, pas du tout. C'est lui qui est en belge, je comprends ta déception. Ce n'est pas du tout ça. Quand on parle des Grasslands, ce n'est pas la région de l'Ouest. Les Grasslands, ça commence dans la dame. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Maurice Kamto, je dis bien que je ne l'attaque pas. Il aurait dû le savoir. Parce que quand il était en campagne, c'est encore sur la page de Ensemble Votons Kamto. Il était en campagne. Il était dans la Damawa. Il n'était pas encore dans l'Ouest. Il était dans la Damawa. Et quand tu vois dans la Damawa, partout il passait, tu avais des populations d'origine de chez lui. Là, qui disaient bonjour, Mendame papa, Mendame papa, Mendame papa. Dans la Damawa, je dis bien. Au milieu de la Damawa, Mendame papa. Il le saluait. Et lui-même a demandé, vous êtes là, on est ici depuis, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, on est nés ici. Et il est allé chez le chef, le Lamido. Quand il est entré chez le Lamido, je me rappelle très bien, j'avais regardé cette vidéo-là, il était ici dans les 5 heures du matin. J'avais regardé cette vidéo-là. Il est allé chez le Lamido. Quand il est entré, il a dit au Lamido, bonjour, Sa Majesté. Il a dit bonjour. Ah, je voulais te dire que vraiment, si tu entends le bruit dehors là, il faut savoir que c'est nous qui sommes dehors là. Le Lamido lui a dit, mais je suis déjà au courant que tu es dans l'entrée. Donc, dès que tu es entré dans la ville là, j'étais déjà au courant que tu es dans la ville. Il a dit, ah ouais, je sais, vous avez vos gens dehors, oui. Après, le Lamido lui a dit que bah, d'abord, parce que je suis content de t'accueillir, parce que tu es mon fils. Parce que le Lamido a commencé à lui expliquer les relations qu'il y avait
entre son Lamida et la chefferie Baham. Les relations de sang. Et c'est quand il allait là loin que quand tu as demandé à Jean de Bonheur 3 fois qu'il filmait de couper la vidéo. Je laisse cette partie-là à Jean-Pierre Dupont. Je ferai un direct avec lui. Il va vous expliquer ça très bien. Il connaît bien faire ça. C'est un historien. Vous allez voir les relations qui existent entre les peuples des Grasslands et les peuples. Vous allez voir comment l'histoire même des Grasslands a été influencée. Il y a des recherches ici. Les génomes Tika. Il y a une recherche que j'ai lue sur la distribution des génomes des Tika dans les peuples, tout autour, chez les Bamoun, chez les Bamileke, il y a beaucoup de recherches faites parfois par des statisticiens, des généticiens, etc. Notre pays n'a pas le moyen de financer ces recherches-là. Et je suis très heureux que beaucoup d'universitaires camerounais, quand ils arrivent ici, là, peut-être ils ne font pas les directs comme nous, là, mais ils font beaucoup de recherches et on apprend beaucoup de choses. Par exemple, sur la distribution des génomes. Ça, c'est un travail où je rêve un jour de voir quelqu'un arriver à l'Assemblée nationale, faire un exposé public de 2 heures et répondre aux questions des députés pendant 4 heures là-dessus, sur la distribution des génomes au Cameroun. Je pense qu'au sorti de là, les gens qui sont élus au Cameroun vont comprendre beaucoup de choses. La haine tribale prospère sur le terreau de l'ignorance. Ce n'est pas manquer de respect aux Camerounais que de le dire. Beaucoup de choses sont dites par l'ignorance fondamentale. Je dis, si vous voyez ce qu'on appelle la distribution des génomes, à partir des Tika, comment ça s'est distribué, c'est-à-dire comment les peuples se sont croisés. Parce que, attention, hein, si vous sortez du Nord, vous faites un enfant avec une fille qui est à Douala, Sawa, mais il y a une distribution des génomes. Les généticiens, à partir de prélèvement des cheveux, de la salive, du sang et tout, peuvent vous montrer des informations qui vont vous faire tomber. Donc, quand ils ont des prises de sang là, on voit beaucoup de choses. Mais ça, c'est la génétique. Malheureusement, le problème avec cette science médicale, c'est que les lois qui protègent les données personnelles des personnes empêchent qu'on en parle. Mais ces recherches existent. Ces recherches existent. Ces recherches existent. Ouais, ces recherches existent. Quand vous voyez par exemple les peuples Bamoun, il y a beaucoup de choses. Qui dit au Bamoun que leur chef aujourd'hui est 100%, comme j'entends certains 100, il faut être 100% Bamoun. Qu'est-ce qu'il y a? Le jour où on va leur ressortir leur histoire, ils vont voir les alliances croisées que les chefs utilisaient avec les chefs dans le nord, ce qu'on appelle aujourd'hui le nord-ouest, dans l'ouest. Le chef Bamoun allait installer tel chef, on lui donnait une femme, les enfants qu'ils ont fait. Si vous faites les études de la distribution de ces génomes-là, vous apercevez que c'est des peuples croisés, homogènes d'une certaine manière. Mais ça, on n'en parle, malheureusement, c'est pas là. C'est pas le genre de choses sexy qui intéressent les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est l'Africa Food, c'est Eto et ça. Le direct avec Jean-Pierre Dupont, c'est la semaine prochaine. Voilà. Cyril qui est en Belgique, je n'ai jamais dit que tu m'as traité de tribaliste, cher frère. Je n'ai jamais dit que tu m'as traité de tribaliste. Voilà. Je n'ai jamais dit ça. Voilà, je n'ai jamais dit ça. Le direct avec Jean-Pierre Dupont, c'est la semaine prochaine. Voilà, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, c'est le samedi prochain. Parce que je voulais quand même prendre le temps d'expliquer ceci-là, mais aussi d'évacuer la liste des directs qu'il y a. Il y a comme ça 3, c'est qu'il y a 20 directs prévus. On a déjà fait, je crois, 4 là. J'espère qu'on va pousser encore 3 ce soir. Ça va faire 7. Et samedi, dimanche, là, si on peut encore faire 5, ça va faire 10. Peut-être s'il reste 7, on va mettre ça pour plus tard. Mais avec Jean-Pierre Dupont, on va faire un direct samedi prochain. Après les 2 qu'on a fait, qui seront introductifs, on va beaucoup parler d'une alliance, d'un accord voilà, entre les Grasslands et le Septentrion. C'est important de le dire. Il ne faut pas que les gens aient peur. Ça dépense comme ce n'est pas une affaire de répartition des postes. Et ça ne marginalise pas. Parce que quand on voyait la croissance économique au Nigeria, quand les Lumelu sortent les entreprises de terre, les Innocent sortent les entreprises, les Dangote sortent les raffineries, mais ça profite à tous les Nigérians. Les recettes fiscales, les emplois, etc., la répartition des impôts chez les gouverneurs pour pouvoir faire des projets locaux, construire des marchés, du logement, bitumer des routes, etc., etc.
ça participe à la prospérité. Et ça, c'est les Américains qui l'ont appris ça. Parce que peut-être les Américains sont très forts dans ça. Hein? Moi, j'aime, quand je vais lire la diplomatie, j'étais un fan de la diplomatie française, avec les lectures sur les Roland Dumas, les Jacques Delors, la Constitution européenne. Mais j'ai très vite compris que c'était le travail des Collins Powell, des Frank Carlucci, des gens peut-être que nous ne connaissons pas et qui ont fait ce gros travail-là pour stabiliser l'Europe, etc. Mais c'est pour ça que moi, je n'ai jamais compris quand des gens comme les Karim Bass et les Tibona disaient il faut qu'on s'assoie pour faire un truc pour stabiliser le Cameroun. Le principal opposant camerounais s'est enfui pour aller en France. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a raconté là-bas en France et tout, et tout, et tout, et tout. Et je lui ai dit que je lui promets un chaos de la scène politique camerounaise. Pour lui, là, c'est terminé comme ça. Lui-même, il va voir. C'est terminé, hein, c'est fini. C'est terminé. Il n'aura plus jamais son 2018, là, c'est fini. Il va finir comme un Zongang et la dynamique, là. Ce n'est pas que je lui souhaite du mal, mais c'est parce que nous, on a entendu certaines choses que peut-être lui n'a pas entendu. Mais il verra lui-même la suite. Donc, réflexion sur la construction de l'alliance économique, Grassland, etc., etc. Sur la construction d'une alliance politique, d'une alliance économique entre les Grassland et le Septentrion. Si vous ressortez les études et les statistiques de la Banque mondiale, vous allez voir que le Cameroun, de, disons, 1970, où Ahidjo a vraiment commencé à focus, à être concentré sur l'économie, Ahidjo a commencé à travailler sur l'économie et en 1982, donc 12 ans, en 12 ans, le Cameroun était devenu un pays à revenu intermédiaire avec d'immenses réserves d'argent. Une production agricole dont les produits de base, qu'on appelle les produits de base, l'huile de palme, l'EVA, le cacao, le coton, le café, la banane, etc., etc., etc. Il y avait l'apparition d'une classe moyenne qui était des agriculteurs, des grands agriculteurs, qui étaient des entrepreneurs, des commerçants, import-export, qui étaient des industriels. Ça, c'est très important, des industriels. Hein? Moi, je garde toujours à la tête un ami de la famille, Fof Chimie. Je ne vais pas donner son nom, il est déjà décédé. Paix à son âme. Mais c'était une élite commerçante du Nord. Il venait souvent chez nos parents, il mettait le boubou comme ça, là. Quand il venait, il amenait toujours un demi-bœuf qu'on avait tué, les cadeaux. Donc, quand il y avait quelqu'un qui naissait et tout et tout. Je le raconte souvent à mes plus jeunes frères qui n'ont pas vécu puisqu'ils venaient de naître et c'est d'eux qu'on venait voir. Et il avait une entreprise qui s'appelait Fof Chimie. Fof Chimie, donc dans les années 80, avait déjà la licence de Asco Nobel, le numéro 1 mondial de la chimie. Il fabriquait déjà les produits Asco Nobel. Ceux qui connaissent de quoi je parle dans les affaires savent de quoi je parle. Asco Nobel, dans les années 80. Le papa, là, il parlait même pas français. Hein. Il parlait, voilà. Son enfant traduisait et mon père répondait à son enfant, dit à papa que, il dit, voilà, il parlait comme ça. Fof Chimie. L'usine était implantée à Bonabéry. Ils employaient déjà 400 personnes. Ils ne parlaient pas français. Ahidjo avait réussi à mettre ensemble les entrepreneurs courageux du Grand Nord et les entrepreneurs courageux du Grand Ouest pour travailler ensemble. Il avait édicté un certain nombre de principes. Pour comprendre ça, il faut lire l'ouvrage de Jean-Paul Marc Tedga, Entreprise publique, faillite d'un système au Cameroun. Entreprise publique et crise, faillite d'un système au Cameroun. Jean-Paul Marc Tedga. Il faut lire son ouvrage. C'est très important. Il faut lire Jean-Marc Ela, il faut lire Kenye Fodop. Ils sont très nombreux. Les Camerounais qui font des vrais shows. Malheureusement, ceux-là, on ne les passe jamais à la CATV. Ceux qu'on passe à la CATV, c'est des brouillons qui viennent là-bas raconter. En fait, les journalistes même qui les reçoivent aussi sont des brouillons. Donc, brouillon plus brouillon égale brouillon. Mais vous lisez, vous allez voir comment Ahidjo avait conçu l'écosystème économique au Cameroun. Il y avait le pétrole des anglophones. Ahidjo était conscient que le pétrole venait de la zone anglophone. Il avait mis en place
l'argent du pétrole utilisé pour faire les grands travaux. Hein, j'ai écouté une fois André Ngangue qui a rappelé quand eux, ils se rendaient avec Aïdjo dans la zone anglophone, ils utilisaient la lampe tempête. C'est-à-dire que le président utilisait la lampe tempête. C'est vous dire dans quel état était la zone anglophone. Aïdjo avait utilisé l'argent du pétrole pour créer ce qu'on a appelé les grands travaux, la direction générale des grands travaux. Et cette direction générale des grands travaux qui a doté le Cameroun des infrastructures qui permettent quand même au pays d'exister. Ils ont réhabilité les lignes de chemin de fer. Ils ont construit pas mal d'infrastructures. Je ne veux pas aller dans les détails, c'est très long. Ils ont construit beaucoup d'infrastructures qui ont permis au Cameroun de donner la forme que ça a donné. Ils ont créé des fonds pour pouvoir soutenir les hommes d'affaires, des fonds pour l'importation. On les donnait des devises pour importer, exactement comme on fait au Nigeria. On leur donnait des licences d'importation, on leur donnait des avantages, on leur réservait un quota de marché public, etc., 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 etc. Sous Aïdjo, ce n'était pas un hasard, c'était une planification. On avait ce qu'on appelait le ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. Le ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. L'économie, ça veut dire faire des produits, des statistiques, pour savoir. Et quand vous regardez même dans les métadatas à la Banque mondiale, les statistiques disponibles sont meilleures sous Aïdjo que sous Paul Biya. Sous Paul Biya, il y a des endroits où on dit oh, on n'a pas reçu telle statistique, on a mis seulement une croix là. Sous Aïdjo, tous les cas étaient remplis. Parce qu'on avait un ministère de l'économie donc qui collectait les statistiques. Hein, les statistiques dont vous avez, je crois, ça doit être au quartier du lac, l'Institut national de la statistique faisait son travail. Donc, et le ministre de l'économie, du plan de l'aménagement du territoire était toujours ministre d'État au Cameroun. C'était un ministère d'État. Quand on était petit, on disait Bello Bouba Maïgari, ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement. Je ne sais pas, on répétait ça peut-être au élémentaire 1 et tout, pour que ça monte dans la tête. Le pauvre Bello Bouba est là avec un ministère du tourisme, un budget de 3 milliards de francs. Moi, je ne sais pas pourquoi il reste dans ce gouvernement-là. C'est une insulte pour lui. Le ministère produisait les chiffres. Moi, j'ai même lu dans un rapport à la Banque mondiale que Aïdjo était capable de savoir à la fin de la semaine combien, alors qu'il n'y avait pas encore le fax, il n'y avait que le téléphone, la ligne fixe, il n'y avait pas WhatsApp, toutes ces histoires-là. Aïdjo était capable de savoir chaque semaine combien d'argent de recettes fiscales était rentré dans les caisses de l'État. Donc, le ministère du Plan faisait la planification. La planification consistait aussi à faire le recensement des populations et des mises à jour annuelles du recensement des populations. Et quand on faisait le recensement, on savait combien de Camerounais il y avait, leur répartition sur le territoire, leur dispersion, la progression des besoins. Ça permettait de faire une meilleure allocation des moyens, des ressources budgétaires. Aujourd'hui, sur Paul Biya, dites-moi sur quels critères objectifs est-ce qu'on décide que le Sud va avoir un budget de peut-être 180 milliards quand le Nord-Ouest a un budget de 30 milliards. Mais dis-moi sur quels critères? Mais il y a plus d'habitants au Nord-Ouest qu'au Sud. Et le Nord-Ouest a des besoins, le Nord-Ouest a des opportunités, le Nord-Ouest a plein de choses. Dis-moi sur quels critères on va se baser pour dire que l'extrême Nord va avoir un budget d'à peu près 40 combien de milliards, quand le Sud, alors que quand vous allez à l'extrême Nord, c'est un enclavement total. Sur quels critères? Autant d'Aïdjo, il n'y avait pas ça. Ça explique aussi la stabilité. C'est parce que Aïdjo avait, même si la France lui avait imposé un accord politique nord-sud, Aïdjo avait pensé qu'il fallait corriger ça en construisant un autre accord sous-jacent. J'utilise bien le mot sous-jacent. J'utilise bien le mot sous-jacent. Et cet accord sous-jacent, c'était un accord économique qui permettait de mieux construire le pays. D'abord, ça passait par l'allocation des ressources. Les ressources étaient plus ou moins bien reparties. On construisait des CES, on construisait des CCI, etc., 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 etc. Moi, j'ai mon oncle qui est encore vivant,
Yota Emmanuel, il est encore vivant. Il était quand même directeur de CES. Aujourd'hui, aller chercher un enfant de l'Ouest qui est directeur de CES, vous ne pouvez plus voir. Ça n'existe presque plus. Même dans l'Ouest, là, des milliers de CES, ils sont seulement là pour écrire professeur de maths, professeur de maths, de physique, etc., etc. Et avant même, on les intégrait dans l'administration. Aujourd'hui, on les intègre, puis ils sont des vacataires comme ça. On les donne 30 000. Le jour où il y a, le jour où il n'y a pas, ils vivent des répétitions. Ils font la moto. L'allocation des ressources. Sous Aïdjo, ça n'existait pas. L'allocation des ressources était. Et le Premier ministre s'appelait Paul Biya. Donc, il sait comment on fait ça, puisque c'est lui qui exécutait. On faisait l'allocation des ressources. Combien de moyens, combien d'argent on met à la disposition de tels endroits pour tel projet, les routes, les hôpitaux, les dispensaires, les écoles, etc., 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 les accouchements, les paquets minimums, etc., etc.